Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous partager des réflexions que j'ai eues hier toute seule en marchant dans la rue euh, et que je n'ai pour le moment pas vues sur d'autres chaînes YouTube spécialistes des sujets concernant les manipulateurs et ou pervers narcissiques et ou contrôlants et bref, les personnes toxiques qui nous réunissent autour de ces vidéos. Personne n'a parlé de ça, en tout cas, je n'ai pas entendu et je me suis fait cette réflexion. On entend souvent dans les vidéos sur ce sujet dire que les proies des pervers narcissiques manipulateurs contrôlants sont généralement des personnes très intelligentes, plutôt potentielles, des personnes très empathes, donc qui ont cette qualité humaine qui malheureusement n'est pas assez valorisée dans nos sociétés, dans notre monde, qui nous permettent de nous sentir reliés les uns aux autres et de ressentir quelque chose et de vouloir apporter son aide et son soutien. Voilà. Et moi, je me suis fait la réflexion que, en fait, il y a une autre catégorie de proie idéale pour le manipulateur pervers narcissique, c'est la personne perfectionniste. Le ou la perfectionniste, c'est une personne qui va avoir tendance à donner toujours le maximum de ce qu'elle peut donner. La personne perfectionniste, c'est une personne qui va avoir tendance à évidemment vouloir que tout soit parfait dans sa vie, autour d'elle, et qu'elle soit elle-même surtout d'abord, et c'est le pire, parfaite. Bien sûr, c'est quelque chose qui est totalement voué à l'échec et qui souvent d'ailleurs peut être à l'origine de très nombreuses souffrances. Mais c'est très ancré dans la personne, bien sûr, puisque ça constitue une partie de sa personnalité. On ne devient pas perfectionniste par hasard, je dirais. Il y a un parcours de vie, il y a un cadre éducatif, il y a peut-être un désir d'être aimé qui fait qu'on veut toujours être la première de classe, par exemple, ou le premier au sport, ou pour que papa, maman soient contents, pour que papa, maman m'aiment, pour que papa, maman me voient, me reconnaissent. Il y a ces choses-là, puis il y a aussi tout l'aspect des angoisses, toutes les angoisses qu'on peut avoir. Et alors on se dit, si je fais les choses comme ça, alors je suis en sécurité. Et donc ça va créer des comportements de plutôt maniaques, de rangement, etc. Mais exagérés, bien sûr. Tout est toujours une question de dosage et de justesse et d'harmonie. Donc les perfectionnistes, pour moi, ce sont des proies idéales pour les manipulateurs pervers narcissiques, puisqu'ils vont vouloir tout donner, ils vont vouloir que tout soit parfait, ils vont se sacrifier pour l'autre et l'autre aura juste à appuyer sur des boutons facilement. Au début de la relation, c'est tellement idyllique, c'est tellement merveilleux, c'est tellement juste parfait, c'est tellement trop, 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 trop beau, c'est tellement Walt Disney in the life que le perfectionniste est complètement subjugué, puisque ça correspond à la perfection dont il rêve dans l'amour d'ailleurs. C'est intéressant, si je n'avais pas pensé à ça, mais oui, il y a cette espèce de conte de fées qui est parfait, où il n'y a pas une fausse note, où les mots que l'on rêve d'entendre sont prononcés, euh, tout est là, en fait. Tout ce dont on a toujours rêvé, qu'on a attendu, qu'on a espéré, est là, servi sur un plateau doré. Donc, le ferrage dans le love bombing est très rapide, je pense. Déjà, de manière générale, mais peut-être encore plus pour ces gens-là. Et ensuite, petit à petit, tout le long de la relation, les choses vont se dégrader. Au début, il va y avoir une première attaque pour voir comment la proie, elle réagit. En général, bah, la proie est très amoureuse, elle est toujours dans ce cocon, dans cette bulle. Donc, il y a une petite, on va dire, un petit grain, il y a un caillou qui arrive dans la mécanique, mais c'est toujours pareil, on va se trouver des... Bon, déjà, quand c'est la première fois, ben, on peut passer pas toujours, on se dit, des fois, ça arrive, bien sûr, dans tous les couples, qu'il puisse y avoir des disputes, des choses comme ça, où voilà, on peut pas partir dès qu'il y a un problème, donc on reste. Et puis au fur et à mesure, en fait, les attaques sont de plus en plus nombreuses. Et l'autre côté, le côté d'amour beau, le côté qui a fait que le leurre qui a ferré la proie, euh, on donne plus. On donne des quignons, puis on donne des miettes, puis on donne même plus de miettes à la fin. Et c'est là où la souffrance devient extrême, et c'est là qu'il peut y avoir soit l'éveil, le réveil, la prise de conscience qu'on est en train de mourir, qu'on n'existe pas et que pour survivre, il faut partir avec le no contact, soit
on, on peut sombrer profondément, déclencher des maladies psychologiques, physiques, voire pour certaines personnes aller jusqu'au suicide. Bon, donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que le perfectionniste, il veut tellement que ce soit parfait qu'il fait des tables extraordinaires, par exemple pour les fêtes, il fait des repas, on va dire extraordinaires et tout. Et quand la personne en face va lui faire un compliment, ça va être waouh, l'Himalaya, l'Everest. Et c'est surtout au début, bien sûr. Et puis quand il n'y a pas de compliment, c'est l'angoisse, c'est la, comment dire, c'est comme si on était maintenu dans une sorte de vide. Je sais pas comment dire, un no man's land. Et on est. Et, alors, et l'autre chose qui arrive, et ça c'est très bien représenté dans le film À la mort avec Marie Gillin, là, c'est intéressant parce que c'est au niveau de la. Et même le film Jean et Marie que les Belges ont fait, autour de la nourriture. C'est très intéressant de voir comment la nourriture est un sujet utilisé par ce type de personnalité pour justement pas l'air de rien. Par exemple, il y a un personnage qui fait une soupe, etc., et qui cuisine avec vraiment beaucoup d'amour et de générosité pendant que l'autre va faire son sport. Et puis quand il revient et tout, il dit, ça sent bon. Alors elle est toute contente. Et puis il goûte. Et puis il dit, ça manque de ça, ouais, bof. Et du coup, pouf, ça redescend. Et en fait, il y a une question aussi du coup de dépendance de la proie, dépendance affective, et aussi la proie qui vit à travers l'autre, et plus pour soi-même, plus centré en soi. C'est vraiment la proie qui veut tellement être parfaite qu'elle se concentre sur l'autre euh, pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre, au début bien sûr, après c'est pour que l'autre ne soit pas en colère, pour que l'autre ne se fâche pas, pour que l'autre ne l'humilie pas, etc., etc. Au sujet de l'humiliation, je voulais vous dire, il existe deux façons d'humilier une personne. La plus connue, la plus classique, c'est clairement de l'insulter ou de la ridiculiser, de la rabaisser verbalement. Même on peut aussi physiquement humilier une personne, mais déjà verbalement, en lui disant t'es qu'une grosse imbécile, mais t'as vu comment t'es moche, tu rentres même plus dans tes habits. Ça peut être donc sur le physique, ça peut être des insultes sur mais enfin t'es bête ou quoi, t'es pas capable de retrouver les clés de la voiture, je t'ai dit 10 fois qu'elles étaient dans le tiroir du bas. Ça me fait rire. Mais drôle. Mais enfin, ce genre de choses, bien sûr, les humiliations qu'on a tous vécues depuis qu'on est venu sur Terre, en commençant par l'école, et des fois même les maîtresses. Et, euh, et puis l'autre forme d'humiliation, c'est le silence, ne rien dire, ne jamais valoriser, ne jamais dire merci, ne jamais dire c'est merveilleux ce que tu as fait, bravo pour ce que tu as fait. Donc aucun encouragement, rien du tout en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est que en- quand on a été la proie d'une personne toxique, toutes les proies racontent ça et c'est très intéressant. Comment parfois les autres personnes, les personnes de l'entourage, les amis ou dans le cadre du travail ou de la famille, etc., viennent te dire à toi la proie, oh là là, elle est tellement fière de toi, elle n'arrête pas de dire que c'est merveilleux ce que tu as réussi à faire en si peu d'années. À dire des choses, des compliments extraordinaires. Il y a c'est comme si à l'extérieur, auprès des autres, ils encensent, ils ou elles encensent la proie en disant oh là 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 là, mais euh, la proie elle-même ne comprend pas parce qu'elle n'a jamais droit à ça. Jamais. Alors, ça peut être super intelligent comme technique parce que qu'est-ce qui se passe? La pro, elle peut se dire, si elle si elle n'a pas encore compris, qu'elle est encore complètement dans son emprise, elle peut se dire, ah, mais alors en fait, il m'aime. Ah, mais en fait, il m'accorde de la valeur. Ah, mais en fait, il est fier de moi. Mais il me le dit pas à moi parce qu'en fait, peut-être il est timide. Peut-être il n'ose pas me le dire, ou peut-être que pour lui, c'est. Mais si son ami me le dit, c'est que il pense ça de moi.
Alors qu'en fait, ils ne pensent pas ça de vous, du tout. En fait, du tout, du tout. C'est un fake. Il y a beaucoup de fake et c'est ça qui est dur. C'est dur. Ce qui est dur à accepter, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui était vrai. Rien n'était vrai. Rien n'était réel, en fait. Et c'est très déstabilisant parce que d'un coup, c'est comme si on avait vécu une vie qui n'existait pas, qui était fausse, qui était. Alors on se réveille d'un coma. En fait, c'est comme si on se réveille d'un coma et alors on se rend compte qu'on a perdu un an de vie, 5 ans de vie. Alors on ne peut pas dire qu'on a perdu, puisque de toute façon, chaque expérience vécue est utile. Mais c'est comme si pendant ce laps de temps, on avait été dépossédé de nous-mêmes. On avait été, c'est comme si on nous avait, un extraterrestre est venu nous pomper notre nous, et qu'on était comme une sorte de pantin, plus ou moins conscient. Et voilà, et en fait, le monde dans lequel on a vécu n'existait pas, n'a jamais existé en fait. Et donc, du coup, la sensation, c'est la sensation d'avoir changé d'espace-temps. C'est comme si on vivait sur une planète, voilà, comme vous, comme tout le monde en fait, on vit, on a une vie. Et puis, il nous arrive un événement qui fait que d'un seul coup, on a le sentiment qu'on a changé de planète et d'espace-temps. C'est la même Terre, mais dans une autre réalité. Et c'est extrêmement déstructurant. Je pense honnêtement qu'on passe par une déstructuration totale de nos croyances. C'est vraiment à la fois la maison Dieu dans le tarot de Marseille, de qui c'est qui, où il y a les personnages qui tombent. Et ouais, il y a une déconstruction pour pouvoir retourner à l'essentiel de soi. Voilà, j'étais très longue comme d'habitude. J'adore parler. Je m'en moque des gens qui me disent faut que ça dure 2 minutes. C'est pas grave. Euh, la parole, c'est ça, c'est aussi laisser l'espace pour la pensée. Et je regrette bien sûr parce que je vous parle, mais je suis toute seule dans mon salon. Mais je vous imagine et je vous souhaite énormément de belles choses, surtout pour cette nouvelle année qui vient d'arriver. Donc voilà, 2024, l'année de je sais pas quoi. C'est pas très rassurant, mais on garde haut les cœurs.